Le pouvoir fascine. Nous adorons suivre les intrigues des personnages, réels ou fictifs, qui gravissent héroïquement ou misérablement les marches hautes qui les mènent jusqu'à l'objet de leur désir. Qui sera demain à la tête des grandes puissances de ce monde? Qui donnera des directives dans un groupe de travail, en entreprise ou à l'école? À toutes les échelles, dans toutes les latitudes, nous sommes si friands de ces luttes fratricides pour le pouvoir qu'elles alimentent une grande partie des séries et des films que nous regardons. Game of Thrones, House of Cards, Baron Noir et la liste est infinie. Mais pourquoi cette fascination pour le pouvoir, et même pour celles et ceux qui le convoitent? C'est une vieille question, la philosophie, la science politique, et comme dans la dernière vidéo, on va essayer de l'aborder par le biais de la fiction. Et s'il y a bien une œuvre associée au pouvoir, c'est le Seigneur des Anneaux. Bienvenue sur le Labopole. On commence par les bases, et je vous rassure tout de suite, c'est très simple. Le pouvoir est un rapport de commandement et d'obéissance. Celui qui détient le pouvoir est en mesure, par la contrainte, l'argent, la menace, ou par le charisme, l'intelligence et la suggestion, d'obtenir quelque chose des autres. C'est un rapport qui peut être consenti lorsqu'un ministre obéit aux consignes du chef de gouvernement, ou lorsqu'un enfant supplique de ses parents. Bon, peut-être pas très sagement. Ce peut être aussi un rapport de force, lorsqu'un gouvernement impose une loi rejetée dans l'opinion et au Parlement. En bref, pour reprendre la désormais célèbre formule de Cersei Lannister, le pouvoir est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Arrêtez-le. Tranchez-lui la gorge. Arrêtez. Attendez. J'ai changé d'avis, maintenant relâchez-le. Le pouvoir, c'est le pouvoir. La possibilité d'obtenir des autres un certain nombre d'avantages suffirait à elle seule à justifier que l'on souhaite obtenir du pouvoir, et si possible, plus que nécessaire. Ce trait de caractère semble inscrit au plus profond de notre nature, et c'est d'abord sous l'angle d'une avidité malveillante, destructrice, que l'histoire du Seigneur des Anneaux est souvent interprétée. Sauron, connaissant bien la nature des hommes, forgea pour eux 9 anneaux de pouvoir qui suffirent à les corrompre à son service. Or, les 7 anneaux offerts aux nains ne purent subvertir leur tempérament indocile et indépendant, et les elfes forgèrent leurs propres anneaux. Dans les événements des 3 livres ou des 3 films, les hommes sont attirés vers l'anneau unique, censé contrôler tous les autres, et souhaitent l'utiliser dans la guerre. Seuls quelques-uns, assez sages pour connaître les limites de la nature humaine, refusent de se laisser tenter. Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux, semble donc assez clair. Le pouvoir est un poison qui sera toujours convoité par l'humanité. Nous verrons bientôt que cela n'est pas tout à fait vrai. Mais d'abord, attardons-nous sur les effets de ce pouvoir, sur celles et ceux qui le désirent ou qui le détiennent. Il a semblé évident pour nos ancêtres qu'un seul individu ne pouvait pas concentrer tous les pouvoirs dans sa personne. Même dans les monarchies dites absolues, il existait un certain nombre de contre-pouvoirs. Dans la France de l'Ancien Régime, ce pouvaient être les lois fondamentales, le Parlement de Paris ou les autorités religieuses. Mais l'idée que le pouvoir doit être fortement tempéré par des institutions pour éviter les abus vient du libéralisme politique. On a retenu aujourd'hui cette phrase célèbre de Montesquieu dans l'Esprit des lois. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ce à quoi il ajoute, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ce que l'on appelle, abusivement, la théorie de la séparation des pouvoirs, mais que l'on peut résumer à l'idée qu'il faille installer des contre-pouvoirs pour assurer une forme d'équilibre. Pendant la Révolution française, certains vont bien plus loin. Saint-Just, lors du procès de Louis XVI, déclare qu'on ne peut régner innocemment. Le mandat des députés est d'ailleurs limité à 2 ans, et certains demandaient même une seule année. Les débats de la Constitution de 1789 sont d'ailleurs très intéressants. Le libéralisme n'est bien sûr pas le seul à avoir réfléchi à la question de l'abus des pouvoirs.
Dans la lignée de certaines figures de la Révolution française, comme Gracchus Babeuf, les penseurs de l'anarchisme cherchent à soustraire les hommes des rapports de domination dans la vie sociale. Chez les marxistes, on imagine même un monde délivré de la lutte des classes qui s'appelle le communisme. À ce stade, on peut s'intéresser à deux anecdotes qui concernent l'auteur du Seigneur des Anneaux. Dans une lettre écrite à son fils Christopher, Tolkien avoue pencher vers l'anarchisme, et il ajoute, philosophiquement parlant, au sens de l'abolition du contrôle, et non des hommes à moustache avec des bombes. L'on sait aussi que Tolkien se perçoit comme un hobbit, excepté la petite taille. Dans le monde de Tolkien, les hobbits représentent une société en autarcie, isolée des bouleversements du monde, sans intrigue politique apparente, et puis sans passion pour le pouvoir, sinon pour celui de rester en paix. Bien que les hobbits et les hommes appartiennent à la même famille, c'est peut-être pour cela que Bilbon et Frodon sont devenus des gardiens de l'anneau unique, et que ce dernier est parvenu à le détruire. Mais tous les hommes peuvent être tentés par le pouvoir, et Gollum est l'exemple d'un hobbit perverti par lui. Pour faire un parallèle avec Harry Potter, on peut penser à une formule de Dumbledore selon laquelle les personnes les plus aptes à exercer le pouvoir sont celles qui ne l'ont jamais recherché. Raison pour laquelle Frodon fut peut-être choisi comme gardien et destructeur de l'anneau. On peut aussi penser à Aragorn, qui fuyait le pouvoir, qui refusa l'anneau, et qui finalement devint le roi heureux du Gondor. À ce stade, on croit comprendre le message de l'auteur. Le pouvoir corrompt, et les hommes, naturellement insatiables, doivent le craindre. Sauf que c'est pas tout à fait ça. In my mind, the whole thing is only an allegory of it. Well, it isn't. If you really come down to any large story, it interests people, can hold them attention for a considerable time, or make stories, practically always, a human story is practically always about one thing, aren't they? Death. The inevitability of death. There was a quotation from Simon Beauvoir that I read in the paper the other day, which seems to me put it in a nutshell. I think I'll read it. There is no such thing as a natural death. Nothing that happens to man is ever natural, since his presence calls the whole world into question. All men must die, but for every man his death is an accident, and even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation. Well, you may agree with the words or not, but those are the keyspring of the laws of the ring. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Seigneur des Anneaux n'aborde pas prioritairement la question du pouvoir. Tolkien a combattu pendant la Première Guerre mondiale, a vécu la Seconde, et cherche à nous alerter sur l'inévitabilité de la mort. L'humanité aurait cette tendance naturelle à chercher à éviter cette réalité angoissante. Et le pouvoir serait le moyen pour elle de croire qu'elle peut s'en soustraire. C'est pour cela que l'anneau unique allonge la vie de celui qui le porte, au prix de la folie et de l'obsession que l'on voit chez Gollum, ou même chez Boromir, et que l'on voit déjà poindre chez Bilbon. C'est également le thème principal de la saga Harry Potter. Voldemort prétend échapper à la mort en divisant son âme, et cherche à prendre possession de la pierre philosophale, qui rend immortel, ou des 3 reliques de la mort, pour lui échapper. Au contraire, Harry Potter, ou comme son ancêtre Ignotus Peverell, accueille la mort comme une vieille amie, sans rechercher le pouvoir. Voilà une source profonde de notre fascination pour le pouvoir et de notre désir de le posséder pour lui-même. Il donne cette illusion rassurante de contrôler les événements et de nous faire croire que nous sommes plus vivants que les autres. Cela n'est pas un hasard si la course à l'immortalité est une lubie de certains milliardaires, ou si des chefs d'État cherchent à marquer l'histoire d'une empreinte indélébile. C'est une façon comme une autre de tromper la mort. Il y a plusieurs façons de composer avec cette réalité, dans le monde animal comme dans nos sociétés, qui n'en sont d'ailleurs que des variations. Certains penseurs, comme Épicure, estiment que les hommes s'associent parce qu'ils ont éprouvé la douleur de subir des dommages. On forme alors des sociétés pour affronter collectivement les difficultés de l'existence. Mais qui dirige ces sociétés? Il y a des penseurs, comme Thomas Hobbes, qui sont persuadés que l'homme est un loup pour l'homme et qu'un monarque absolu serait seul en mesure d'appliquer absolument les règles qui garantissent la survie de tous. Certains pensent qu'il faut confier aux meilleurs éléments les rênes de la société.
ou aux plus riches parce qu'ils contribuent le plus. D'autres voudraient que le pouvoir, qui appartient à tous, soit simplement délégué à des représentants élus. D'autres encore voudraient que chaque citoyen exerce directement son pouvoir à égalité avec les autres. Monarchie, aristocratie, plutocratie, démocratie directe ou démocratie représentative. Bref, vous l'avez compris, notre attitude collective face au pouvoir, et donc face à la vie et à la mort elle-même, détermine en bonne partie la nature des régimes politiques. Et vous, vous auriez détruit l'anneau? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour l'accueil de la précédente, il y en aura d'autres avec une nouvelle série qui j'espère vous plaira. En attendant, on se retrouve dans l'espace commentaires. N'hésitez pas à faire vos suggestions, je les écoute. Salut!